De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Raphaël Goma et de notre éditorialiste Malika Cher. Place tout de suite à notre dossier du jour. Au nombre des métiers considérés à tort comme ceux destinés aux hommes, il y a l'armée, un corps qui pourtant de nos jours enregistre de plus en plus de femmes et contrairement à l'idée propagée, elle y joue un rôle prépondérant. Focus sur le cas du Sénégal dans ce reportage de notre correspondant El Adinjaï. Au Sénégal, les femmes ont commencé à intégrer les forces armées depuis 1984 avec les premières femmes officiers de l'école militaire de santé. Auparavant, l'administration pénitentiaire sénégalaise avait déjà ouvert ses portes aux femmes avec des statistiques qui affichent que les femmes représentent 52% de la population sénégalaise. Au Sénégal, c'est à partir de janvier 2008 que l'armée sénégalaise accueillait dans ses rangs les toutes premières jeunes femmes. Jadis corps exclusivement réservé aux hommes, l'armée sénégalaise compte dans ses rangs des femmes qui ont su tirer leur épingle du jeu en s'intégrant avec brio dans toutes les composantes de l'armée nationale. En 2006, la gendarmerie a fait un saut qualitatif avec l'intégration du personnel féminin en son sein. La gendarmerie nationale compte presque 5% de femmes. Pourtant, il y a quelques années, celles-ci n'avaient pas leur place dans ce milieu qui reste malgré tout très masculin. Après avoir vaincu les réticences, en principe, aucun bastion de la gendarmerie ne leur est fermé aujourd'hui. Jusqu'en 2006, les seuls militaires féminins de la gendarmerie étaient des personnels de soutien. C'est cette même année que l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, annonce aux gendarmes sénégalais la féminisation des métiers de terrain. Cette étape marque l'ouverture du recrutement de sous-officiers de gendarmerie aux femmes assortis de quotas. Je voudrais dire d'abord que le dispositif réglementaire actuellement en place ne prévoit aucun critère particulier pour le recrutement des féminins. Donc le genre féminin est intégré dans le cadre normal du recrutement et toutes les femmes font les tests de la même manière que les hommes et il n'y a pas de critères particuliers donc, pour une différenciation quelconque. 50 gendarmes femmes seront les premières à être recrutées au sein de l'institution. Pas de division dans la formation, elles vont subir la même formation, les mêmes modules, la même rigueur que leurs camarades masculins. Ce qui est valable dans les rangs des sous-officiers gendarmes féminins est aussi valable chez les femmes officiers de la gendarmerie nationale. Dans les différentes écoles où s'effectue la formation des personnels, plus de 300 femmes officiers et sous-officiers sont sortis des rangs. Je me sens à ma place et je peux dire qu'il n'y a pas de différence entre le personnel masculin et le personnel féminin. On est traité au même pied d'égalité, on exécute les mêmes missions que les hommes. Moi, quand je porte la tenue, je ne me vois pas en tant que femme. C'est une phrase qui me revient toujours à l'esprit, c'est la phrase de notre ancien commandant d'école. Il nous disait, c'est ma collègue et moi, puisqu'on était deux dans la promotion, au sortir de cette école, vous serez dans des unités constituées. Et qui parle d'unité constituée, c'est que vous serez en contact permanent avec des hommes. Donc ce que je vous demande, c'est que quand vous serez là-bas, quand vous rassemblez vos hommes en train de les parler, il ne faut pas qu'ils voient en vous une femme ou bien une fille, mais il faut qu'ils voient en vous un chef, un officier, un leader. Une formation de 2 ans est nécessaire pour acquérir les rudiments du métier d'officier, à savoir une formation militaire, une formation juridique, une formation professionnelle et un enseignement relatif à la culture générale. Après 2 ans, elles font aussi un stage de spécialisation basé exclusivement sur les connaissances professionnelles de la gendarmerie. À ce niveau, aucune discrimination n'est basée sur le genre dans la chaîne de commandement. Aucune disposition particulière n'est prise pour manager les femmes. Elles sont intégrées au sein des sections et subissent le même traitement que leurs homologues masculins. Les femmes font partie des stagiaires et elles sont recrutées suivant les mêmes normes donc, que les garçons. Et la première promotion d'élèves officiers était composée de 3 personnels féminins. Donc, à part le barème du sport qui est différent, elles ont le même traitement et subissent les mêmes épreuves que leurs homologues masculins.
Entre 2015 et 2017, de plus en plus de femmes sous-officiers et officiers ont été recrutées dans la gendarmerie. L'aspiration des femmes à intégrer les forces de cette institution est forte. La gente féminine constitue un effectif de 5% dans les rangs des Pandores, alors que la généralisation date de 2008. Vu le contexte géopolitique actuel, la présence des femmes demeure une nécessité. Bien sûr, déjà, il y a les dispositions réglementaires. Donc, le cadre institutionnel de notre travail nous impose d'avoir un personnel féminin. Donc, dans le cadre des enquêtes judiciaires, par exemple, la procédure pénale, nous sommes obligés aujourd'hui de travailler avec du personnel féminin. Rien que dans le cadre des exercices de fouilles, donc au niveau des services d'ordre. Donc, effectivement, à chaque fois qu'on est en face d'un personnel féminin, l'idéal, c'est d'avoir du personnel féminin en uniforme pour faire le travail convenablement. La seule contrainte du recrutement des femmes dans la gendarmerie est liée au manque d'infrastructures d'hébergement adaptées. Dans ce sens, des dispositions particulières sont prises pour optimiser leur potentiel. La gendarmerie a mis en place un dispositif donc, au niveau des différentes écoles de formation qui leur permettent de les isoler, de les mettre quand même dans des conditions qui leur permettent effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'optimiser leur potentiel. Au Sénégal, la gendarmerie fait figure de garde prétorienne car elle constitue un solide rempart pour les institutions de la République. Issu des flancs de la gendarmerie coloniale via le légendaire corps des spahis, le gendarme est à la fois un auxiliaire de justice et un outil de sécurité organiquement animé à la défense nationale. Leur affectation et leur domaine d'intervention sont nombreux, mais leur but reste le même, assurer la protection des personnes et des biens, et pour cela, le personnel féminin a un rôle primordial à jouer. Alors Malik, on l'a vu dans le reportage, la gendarmerie sénégalaise compte aujourd'hui 5% de femmes. Ça peut paraître peu, mais en réalité, les choses évoluent. Les choses évoluent et effectivement, il y a une certaine volonté politique. C'est un gros mot ce que j'ai dit, la volonté politique, parce qu'on en parle tout le temps pratiquement sur cette nécessité que les responsables justement aux plus hautes fonctions de l'État doivent avoir et doivent, je dirais, montrer le chemin, c'est-à-dire permettre à la gente féminine d'investir ces créneaux-là. Donc on a parlé en off effectivement de la problématique du problème du sexisme qui existe dans ces corps d'État et notamment au sein de l'armée ou au sein de la gendarmerie. C'est des phénomènes qu'il ne faut pas cacher, c'est-à-dire qu'il y a un scepticisme d'une certaine hiérarchie face à la femme. Une femme qui intègre un bataillon, par exemple, on ne va pas dire que voilà, ça se fait naturellement, qu'elle est intégrée naturellement, et pourtant, elle est là pour le service du pays, et c'est une noble cause. Je voulais juste dire une chose par rapport à cela, c'est dans l'histoire, c'est marrant parce qu'on est là à malheureusement constater le peu de femmes qui existent au sein de l'armée, au sein de la gendarmerie, au sein des effectifs de police. Mais si on regarde l'histoire de l'Afrique, la femme a toujours joué un grand rôle dans les processus révolutionnaires, dans les guerres de libération, de paix également. les processus de paix. Mais par exemple, quand les royaumes de l'Afrique de l'Ouest étaient en guerre contre l'empire colonial, les femmes ont joué un grand rôle. En Algérie aussi, dans les pays nord-africains, la femme a toujours eu un rôle à jouer au sein de l'armée. Nous n'avions pas à l'époque, avant les indépendances, des armées constituées comme nous pouvons le voir actuellement. Mais c'était des armées de fait. Et dans ces armées-là, il y a plusieurs décennies déjà, les femmes jouaient un rôle déterminant dans les réussites futures et dans l'accès aux indépendances des pays africains. Et là, j'ai l'impression qu'on fait un peu un retour en arrière. On a fait un retour en arrière après les indépendances avec, je dirais, une constitution d'armée qui était peu ouverte aux femmes. Mais là, je salue ce renouvellement des effectifs. Mais juste une chose pour revenir, c'est vrai que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. La volonté politique, si un jour un président dit je nomme un chef d'état-major qui soit une femme, je pense que ça serait un signal extraordinaire. Monsieur Goma, qu'est-ce qui peut, selon vous, être fait pour encourager plus de femmes à entrer dans les rangs de l'armée ?
Oui, ce qui doit être fait pour encourager plus de femmes de rentrer dans les rangs de l'armée, déjà, il faudra aussi qu'on les mette dans les unités de combat, parce qu'on ne doit pas cantonner la femme tout simplement à des tâches administratives, secrétariat, infirmerie, infirmerie, cuisine, ainsi de suite. Je crois que il y a un bel exemple aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en Syrie. Les femmes kurdes qui combattent Daesh, elles sont vraiment au corps à corps, elles sont première ligne. Les premières lignes. En Afrique, c'est pas ce qui se passe. Je crois qu'en leur responsabilisant aussi, parce que je crois que Malik l'a dit, au niveau vraiment du haut commandement, on trouve très peu de femmes. On les cantonne dans des rôles qui sont, je ne vais pas dire minimes, mais bon, elles aspirent aussi à être, disons, des officiers supérieurs, et puis à avoir des bataillons de commandement. Donc je crois que tout ça, ça pourra faire de sorte que les femmes viennent de plus en plus dans l'armée. Parce que si on les cantonne, sur des tâches où elles ne pourront pas subir une évolution, parce qu'il y a aussi l'évolution de carrière. Moi, j'ai connu pas mal de femmes en Afrique qui n'ont pas fait une longue carrière, qui se sont arrêtées à des grades de sergent-chef et adjudante, alors qu'elles pouvaient aspirer à des grades tels que colonel, général, ainsi de suite. Je crois qu'il faut qu'on les encourage dans ce sens. Mais puis il y a aussi un problème, je crois que Malik l'a dit, il y a le sexisme et le machisme qui freinent aussi, bien sûr, disons, le fait que plusieurs femmes... L'élan. Par contre, je crois qu'il y a des efforts là, on parlait du Sénégal, mais en Érythrée, il y a des efforts qui ont été faits avec, disons, le service national, où on voit des femmes, enfin des garçons et des filles qui vont faire le service national. Et je crois que cette mixité leur permettra effectivement d'intégrer peut-être l'armée. C'est aussi un moyen, bien sûr, d'inciter les femmes à intégrer l'armée. Malik. D'ailleurs, le service national, dans beaucoup de pays, notamment africains, n'est pas ouvert aux femmes. Il y a peu de pays au monde qui permettent aux femmes de faire le service militaire. Il est réservé uniquement aux hommes à la base. Donc c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire aussi au niveau des sociétés. Oui, bien évidemment. Déjà, nous avons des sociétés qui sont particulièrement patriarcales dans beaucoup de cas. Même si, normalement, de tradition, dans beaucoup de sociétés africaines, la mère joue un rôle déterminant et dans beaucoup de sociétés africaines, normalement, nous sommes dans des sociétés matriarcales. Et pourtant, vous avez vu le renversement des choses, les cours de l'histoire, les vicissitudes de l'histoire ont fait que le patriarcat a repris le dessus. Mais juste une chose, justement, pour permettre à ces femmes d'intégrer l'armée et les corps annexes, ça serait la sensibilisation. Parce qu'il faut aller aussi vers elles. Elles ne viendront pas forcément au sein ou vers l'armée si justement l'armée ne mène pas des campagnes de sensibilisation. Il y a souvent des campagnes de sensibilisation de l'armée qui s'adressent aux jeunes hommes, mais pas forcément aux jeunes femmes, même si c'est tout public. Je pense qu'il faut mettre un accent dessus. Et pourquoi pas? Alors je ne sais pas, ça dépend des politiques de chaque État, mais pourquoi pas se fixer un objectif? Pourquoi ne pas dire, dans 5 ans, je veux qu'il y ait 10% d'éléments de... Des quotas. Des quotas. C'est une possibilité. C'est-à-dire que, malheureusement, je n'aime pas trop la politique des quotas. Je n'aime pas dire que finalement, il faut 10% de femmes, 20% de femmes ou 30% de femmes. La meilleure des choses serait d'arriver, de se projeter vers la parité, pourquoi pas? Mais il n'y a qu'avec les quotas qu'on arrive à... On parlait d'élan, à avoir cet élan et à avoir cette dynamique-là. Tant que vous ne faites pas de quotas et tant que vous n'imposez pas au sein de chaque caserne d'avoir un minimum de femmes, eh ben, on n'y arrivera jamais. Et vous savez, les femmes, contrairement à ce qu'on dit, sont très intéressées par ces métiers-là. Parce que la sécurité, ça les concerne aussi. La stabilisation d'un pays, ça les concerne aussi. D'autant plus que nous sommes dans un monde de plus en plus troublé. Et dans ce monde... Dans un contexte géopolitique, on a besoin finalement effectivement, totalement. de main-d'œuvre. Justement, et on a besoin justement de chaque élément de la nation, de chaque fille et fils de la nation. Et ces gens-là, ils doivent être intégrés. Ces filles-là doivent être aussi intégrées dans le dispositif. Alors, Monsieur Goma, quelle peut être la valeur ajoutée d'une femme militaire lors d'opérations de sécurisation, en zone de conflit par exemple ? En zone de conflit, je crois que l'apport de la femme, c'est un peu l'humanitaire. C'est-à-dire que la femme, puisque la femme, c'est elle qui donne la vie. Et la femme aura un regard beaucoup plus humaniste envers les souffrances des gens qu'un homme. Certains pensent qu'avec les femmes, le dialogue peut s'installer beaucoup plus rapidement. Bien sûr, vous partagez bien sûr, je partage ce point de vue-là. Effectivement, avec les femmes, le dialogue peut s'installer plus facilement. Et d'ailleurs, c'est aussi un handicap pour certains parce que je me souviens, je discutais avec un collègue
qui est d'origine israélienne et qui me parlait des femmes dans l'armée et qui me disait que en fait les femmes étaient très peu dans les unités de combat. Pourquoi? Parce que c'est un problème psychologique. Parce que la fragilité peut-être aussi, parce que la femme a cet esprit humaniste et donc ce dialogue peut faire de sorte que face à l'ennemi, qu'elle fléchisse. Mais je pense que c'est un atout pour la femme, effectivement, le dialogue et puis s'occuper, bien sûr, je crois que c'est un atout majeur. Malik, pardon. Non, je partage totalement ce qui a été dit. Et puis, vous savez, au-delà de l'humanitaire, les femmes peuvent justement participer à des bataillons d'élite. C'est là le véritable problème. On parle de hiérarchie. Elles peuvent très bien intégrer des bataillons d'élite. Et ces bataillons-là existent dans les autres corps. Dans la police, par exemple, ces bataillons d'élite existent au sein de la police. Mais au sein de l'armée, au sein de la police, d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes. Plus de femmes au sein de la police dans certains pays. Mais en général, dans la police, il y a beaucoup plus de femmes. Mais au sein de l'armée, les bataillons d'élite peuvent être aussi, je dirais, accueillants et réservés pour une certaine partie aux femmes. Merci Malik pour toutes ces précisions. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. L'opposition sud-africaine plus confiante que jamais. Selon Muzi Maïman, leader de l'Alliance démocratique, l'alternance est envisageable en 2019. Et puis un groupe armé a pris d'assaut ce lundi 13 mai 2017 la ville de Bangassou au sud de la Centrafrique. Le bilan est lourd, on parle de dizaines de victimes. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la suite de l'Africa News. Roma tout de suite.